Alors Ekin, bonjour, bienvenue. Salut. On est ici aujourd'hui au studio Non Peut-être et on est ravis de te recevoir. Euh, Plaisir partagé. voilà. Et alors, tu es spécialiste du numérique, de la médiation culturelle par le jeu vidéo. Enfin, comment tu te résumes en quelques mots? Alors, c'est toujours difficile parce que derrière l'intitulé en fait de ma fonction médiateur culturel numérique, il y a plein de mots qui sont très flous. Le numérique c'est super large, la culture on n'en parle pas, et médiateur, il y a des médiateurs sociaux, des médiateurs de conflits. Médiateur, ça veut tout et rien dire aussi. Mhm. Et c'est un métier qui est, et la médiation culturelle en général, c'est des concepts qui sont encore fort peu connus du grand public et peu définis. D'ailleurs, c'est toujours une blague qu'on a. J'ai fait 6 mois de voyage avec ma compagne en Amérique du Sud et à chaque fois, les gens te demandent alors, vous faites quoi dans la vie? Et elle dit ah, kiné. Et là, les gens font ah oui, oui, ok, je vois, c'est super et tout. Et toi, Kin? Alors, et alors, je dois prendre 5-10 minutes pour pouvoir expliquer ce que je fais. Mais donc, je vais recommencer le speech que je fais avec eux d'habitude. Bah, c'était effectivement ma question suivante, c'est que je pense que effectivement que des mots comme la médiation sont un peu des mots valises. Ouais. On parle de transmission culturelle, on pense tout de suite muséographe, historien, je sais pas moi, chercheur, galeriste. Ouais. Mais en fait, la médiation culturelle, c'est quelque chose qui est né avec cette idée que, ok, on a d'un côté la culture, ou les cultures, en réalité. De l'autre, on a les publics. Et entre deux, parfois, il y a un truc qui est... Voilà, il n'y a pas toujours un lien naturel. Les cultures ne rencontrent pas les publics, etc. Et il y a eu une volonté un peu de créer du lien entre ces deux choses-là. Et en fait, il y a deux axes, en réalité. Il y a un axe qu'on pourrait appeler vertical, qu'on appelle plutôt la démocratisation culturelle. C'est cette idée qu'il y a une culture légitime, celle qui est dans les musées typiquement, et qu'on va essayer de rendre accessible. C'est la figure du guide, typiquement. Donc on arrive dans un musée avec des enfants. Alors, c'est extrêmement Attention. mal, je suis un hôte abominable. Moi j'ai mis mon téléphone en mode avion. Oui, oui, Et donc pour continuer, la figure du guide, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va apporter des clés de compréhension Ouais. d'un tableau, d'une œuvre, donner le contexte historique dans lequel l'œuvre a été créée, etc. Donc ça, c'est vraiment rendre accessible. Ça peut être intellectuellement, mais ça peut aussi être de façon tout simplement budgétaire. Ok, le musée, la gratuité des musées le premier dimanche du mois, qui est défendue dans la SBL dans laquelle je travaille, que je n'ai pas encore présenté, Oui. à République, La République, oui. a pour but justement d'enlever ces barrières-là et de rendre plus accessible cette culture légitime qui existe déjà. Et l'autre matrice, c'est une matrice plutôt horizontale, qui elle a pour but de plutôt donner à ces publics l'opportunité de créer et de participer à la création de la culture. Et c'est typiquement des cultures évidemment beaucoup moins légitimes, ça peut être les arts urbains, ça peut être, et notamment les choses sur lesquelles je travaille, c'est-à-dire le jeu vidéo, et donner aux différentes populations la possibilité de dire quelque chose à travers le jeu vidéo, à travers l'art urbain, à travers leur culture à eux, et de participer un peu à la création culturelle, et voilà, et d'être concrètement part de cet univers culturel-là. Voilà, donc c'est sur deux axes-là, et le médiateur culturel agit sur ces deux axes-là. Voilà, concrètement. Oui. Alors, je reformule avec mes mots, tu m'arrêtes si ça dérive ou si ça tord ta définition. Mais donc, il y a une idée d'une part, euh, déconstruire des frontières d'un certain élitisme qui peut se placer. Alors, élitisme qui peut venir d'en haut, d'une culture qui se considère comme, enfin, genre, la peinture, c'est un art qui serait plus noble que l'illustration de bande dessinée ou de jeux vidéo pour faire des caricatures d'un côté et donc de pouvoir offrir aussi cette vue pour un artiste qui euh, est issu de ces médiums-là, qui utilise ces médiums-là comme vecteur, lui montrer qu'il a autant de perspectives d'avenir que celui qui a euh, qui a commencé par le cinéma, quoi. Exact. Bon. Bah,
Là, dans ce cas-ci, tu parles de gens qui ont déjà une production artistique, etc. Mais je crois que nous, notre public premier, c'est même des gens qui ne se considèrent pas du tout comme artistes. C'est-à-dire que moi, dans mon travail de tous les jours, concrètement, je vais aller dans des maisons de jeunes, dans des écoles, c'est beaucoup en public jeune, mais pas que, ou de gens, voilà, des citoyens lambda, etc., qui, a priori, ne se considèrent pas comme artistes, ou en tout cas ne se disent pas, moi je suis... et qu'on va dire, ben non, aussi, vous inquiétez pas, on peut vous donner les outils pour créer votre culture, et ce que vous aimez de base, typiquement voilà, le jeu vidéo évidemment, dans mon cas, c'est de la culture et c'est cool, et je vais vous donner les clés pour créer votre propre jeu vidéo, et puis et l'aider à le diffuser. Donc ça, Ce qui est un paradoxe finalement, parce qu'en 2024, quand on regarde non pas ce que le sens commun considère comme une échelle de valeur entre la qualité des artistes qui travaillent pour le jeu vidéo ou pour le cinéma d'un côté, mais d'une valeur purement pécuniaire, on se rend compte aujourd'hui que l'industrie du jeu vidéo explose toutes les autres industries créatives en termes chiffre d'affaires, de ouais, ouais. chiffre d'affaires. Enfin, C'est vrai que c'est assez paradoxal de se dire que ça fait beaucoup d'argent, mais c'est encore, alors ça a fort changé, franchement, depuis l'époque où moi j'étais en secondaire à l'école. Je me rappelle, on était encore le geek, et maintenant le geek est devenu un peu cool. Mm. Il y a encore évidemment des choses qui ne sont pas tout à fait, mais c'est devenu vachement plus cool, quoi. Et je le remarque, moi, quand je vais dans les écoles, etc., et je dis qui joue aux jeux vidéo, il y a encore beaucoup de, voilà, il y a beaucoup plus de gens qui se disent ah oui, moi je joue, c'est cool, il n'y a pas de souci avec ça, etc. Il y a Et eu puis les gens probablement ont un peut-être effet une Covid. meilleure vue du panorama de ce que le mot jeu vidéo peut définir en termes de scope, de variété, d'activité aussi. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi une évolution dans la création de jeux vidéo. On a eu euh, quelques offres beaucoup plus artistiques avec des Last of Us ou vraiment ce qu'on pourrait appeler des sortes de chefs-d'œuvre comme ça, qui sont considérés par tout le monde comme voilà, ça c'est vraiment une pépite avec des sujets. Et n'importe qui pourrait y jouer et se dire ah oui, c'est vrai que là c'est des sujets qui sont. Voilà, c'est pas juste pam pam piou piou, ça a des vraies émotions entre guillemets, ça dit quelque chose d'assez profond, il y a une réflexion sur le monde, enfin, et il y a une certaine vision aussi artistique derrière. Chose qui a été permise aussi par une évolution technique finalement, qu'on Oui, ne pouvait pas avoir dans comme la en période arcade. littérature ou comme au cinéma, il y a aussi autant de créateurs de scénarios, d'illustrateurs, Mais la différence d'acteurs du de voix livre, c'est off. qu'il y a eu une évolution technique forte, en fait, qui a permis aussi l'émergence de ce type de jeu vidéo. Quand on était à l'époque 8 bits, 16 bits, etc., quand on a 16 pixels pour raconter une histoire et concrètement une mémoire très limitée, eh ben on arrive, ah oui, il y a des Donkey Kong, des Mario, etc., qui ont une histoire lapidaire, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire plus. Maintenant, avec les J'ai jamais possibilités réussi à actuelles, dépasser le 4e niveau du roi Lion. J'avais maintenant, pas de sauvegarde, c'était trop dur. Maintenant, quand on voit ce qui est possible de faire, évidemment, on peut raconter des histoires qui sont bien plus profondes, avec des embranchements qui peuvent aller très loin, et chacun vit sa propre histoire. Enfin, voilà. Il y a une profondeur aussi narrative qui est apparue. Et comme tu le dis, il y a des métiers qui sont nés du coup petit à petit, et maintenant il y a des gens qui sont dédiés entièrement à la narration, il y a des gens qui sont dédiés à la narration environnementale, le fait de raconter quelque chose à travers l'environnement qu'on va visiter. Il y a des gens qui sont dédiés à quelle expérience utilisateur on peut avoir, l'UX design, etc. Enfin bref, plein de métiers qui sont nés à travers le jeu vidéo et qui prouvent en effet l'industrialisation de cette industrie-là. Et du coup, il y a des enjeux derrière. Et ça, je trouve ce qui est vraiment important, et ça fait partie de notre travail, il y a des enjeux politiques en fait qui sont commencés à se cristalliser. C'était en effet un peu la chasse gardée d'une certaine population, un peu de mecs blancs, c'est ce qu'on veut. Et maintenant, il y a une certaine voilà, une ouverture comme ça vers d'autres publics. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Et on a vécu en 2015, si je ne me trompe pas, un événement qui s'appelle le Gamergate et qui a fort marqué la communauté de joueurs, même si c'était une minorité bruyante qui a fait déclencher cet événement-là. C'était concrètement voilà, des joueurs qui étaient de plus en plus frustrés de l'apparition de figures qui sont un peu différentes que celles à laquelles ils ont l'habitude, que ce soit des femmes ou des personnes issues de minorités, etc. Et qui ont réagi très fortement, de façon assez véhémente, sur arrêtez de toucher à nos jeux vidéo, on ne fait pas de politique ici. Bon, évidemment, ne pas faire de politique, c'est faire de la politique. Bon, ça, tu n'as pas compris. Et donc, cette réaction-là a été, ça c'est assez intéressant, cette population-là a été repérée par le rédac-chef de Breitbart News, qui était un des bras droits en fait, de Donald Trump lors de sa première campagne. Et ils ont récupéré en fait, cette communauté-là pour les amener petit à petit. Ah, tu es frustré par... mais en fait, regarde, nous, on a une idéologie qui correspond à cette vision-là que tu as du monde, et de les faire rentrer en fait, dans leur vision du monde-là.
Et ça a été une sorte d'armée online de Trump pour un peu répandre ses Ouais, ils idées. ont fait un hold-up sur le conservatisme digital, d'une certaine manière. C'est ça, en fait, c'est vraiment faire avancer leurs idées politiques à travers Internet. Et on sait à quel point, déjà, Donald Trump est très présent sur les réseaux sociaux, On a mais 15 ils jours ont de l'élection amplifié en fait à américaine, ouais. chaque propos, etc. Et même si c'est une minorité, après, ça a réussi à toucher quand même évidemment, on ne sait pas quelle a été l'influence précise, mais en tout cas, ils y ont participé, ça c'est clair. Et donc, du petit jeu vidéo du gamin qui joue dans sa chambre, on est arrivé à une armée de militants online qui ont participé à l'élection du président le plus important de la planète. Donc, il y a quand même une échelle comme ça assez importante, et donc il y a un vrai enjeu à travailler le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo dit quelque chose sur le monde et se joue, comme dans d'autres évidemment médias, se joue une vision du monde. Mais ce qui est important ici, c'est que le jeu vidéo, c'est un produit qui est consommé par une énorme majorité des gens et des jeunes actuellement. Alors, j'ai pas de statistiques en tête, mais sur la génération, on est sur des volumes. Alors, c'est très compliqué parce qu'en Belgique, il n'y a pas de chiffres. En France, on en a, mais elles sont issues des industriels. C'est-à-dire que c'est les syndicats des En développeurs de gros, jeux c'est vidéo. les jurés, quoi. Donc, eux, ils ont tendance à un peu gonfler les chiffres. Néanmoins, voilà, ça reste un point de référence quand on veut un peu parler. Il y a quand même un bouquin qui est sorti, plus anthropologique, qui en parle, mais les chiffres qu'on avance souvent, c'est que, par exemple, sur la tranche d'âge 12-16 ans, on est sur 90% de joueurs. Voilà, que la moyenne d'âge du joueur est de 35-36 ans, qu'il y a 48% de femmes, 52% d'hommes qui jouent. Après, ça ne parle pas évidemment Cet équilibrage, il s'est fait. Évidemment, il y a quand même une différence parce que Ils jouent peut-être pas au même les jeu. femmes, voilà, il y a Ouais. typiquement une différence dans la manière de jouer, dans l'intensité de jouer, et aussi est-ce qu'on se considère gamer ou gameuse. Et là, évidemment, les mecs ont plus tendance à dire ouais, moi je suis un gamer parce que c'est valorisé, mais pour une femme, ça l'est beaucoup moins. Et donc elles ont tendance à parfois cacher le fait de jouer, sachant même que, évidemment, dès qu'elles jouent en ligne, en plus, elles se font harceler, etc. Et ça, Oui, il y a c'est aussi du assez, harcèlement en ligne au même titre que dans la rue ou dans le bus. Ah oui, non, mais là, pour le coup, il y a une asso en Belgique qui s'appelle Witch Gamers qui répertorie pas mal et qui travaille sur ce sujet-là et qui est assez intéressant. Et c'est vrai qu'il suffit d'écouter les gens enfin, moi je connais des joueuses et qui me disent, oui, moi je n'allume pas mon micro, je parle par le chat parce que dès que j'allume mon micro, c'est pour me dire de retourner dans ma cuisine, quoi. Donc, Ouais, ok. pas très simple. Donc on a encore une espèce de misogynie latente. Ça, c'est encore Ouais. clair. Et je pense que typiquement, les jeux en ligne sont encore fort fréquentés par des mecs et donc il y a un côté encore boys club qui est encore très prégnant, même si petit à petit ça s'effrite, mais on est encore loin du safe place qu'on pourrait espérer. Alors on a doublé ma troisième question, Pardon. qui était, mais totalement, mais je suis ravi. Qui c'était effectivement voilà faire de la faire de l'éducation, faire de la pédagogie, faire de la médiation ou de l'insertion sociale par le jeu vidéo. Est-ce que c'était un effet de mode politique pour montrer qu'on était dans le coup, ou est-ce que ça a un vrai impact? Là, je pense qu'on vient pendant 5 minutes de discuter de toutes les raisons pour lesquelles il faut le faire. Alors, il y a différentes approches aussi, hein, et en réalité, moi, le jeu vidéo, on l'utilise un peu... dans la médiation culturelle, il y a trois entités, en fait. Il y a les cultures, je l'ai dit, les publics, et au milieu, il y a le moyen, en fait, de créer ce lien. Le jeu vidéo, moi, j'utilise parfois comme un moyen pour parler d'une culture légitime. Typiquement, je sais pas, est-ce que vous n'avez pas envie de faire un Mondrian dans Minecraft, par exemple? Ou je l'utilise plutôt comme la partie culture, et donc j'ai trouvé des moyens pour aborder la culture vidéoludique. Et donc là, c'est plutôt analysons un jeu vidéo ensemble, analysons les représentations qu'elle peut avoir, analysons sa grammaire, donc quel est le gameplay, les mécaniques de jeu, les représentations, et comment en fait finalement ce langage s'exerce à travers le jeu vidéo pour exprimer quelque chose. Dans une logique d'éducation à l'image, finalement, au même titre. Exact. Puisque ces écrans sont présents, voilà, au même titre que les écrans de télévision ou Exact. les pages web, il faut absolument éduquer les gens à lire le sous-texte qu'il peut y avoir dans les jeux vidéo. Exact. Et ta question, c'était, oui, qu'en est-il? Est-ce que c'était qu'un effet de mode? C'est vrai qu'il y a eu dans les années 90 le côté serious game, donc le jeu sérieux. Ouais.
J'ai détesté le terme parce que pour moi, c'était une dénaturation totale. Voilà, et ça c'était le grand débat. Est-ce qu'un jeu peut être sérieux? Voyons, c'est pas un jeu se définit par le fait qu'il est frivole, qu'il ne n'a pas avoir de conséquences dans la vraie vie, qu'il doit nous laisser du choix, etc. Et c'est vrai que le jeu sérieux, certains le considéraient comme ça va remplacer les profs. Bon, on n'y est pas. Et plutôt, force est de constater que ça a plutôt été un échec, à part Adibou, qui a eu un succès quand même assez conséquent. Oui, mais pas parce que les mômes voulaient acheter du Hadibou, parce que les grands-mères préféraient acheter du Hadibou pour le Noël des mômes que... Enfin, Exact. Mais je crache pas évidemment sur toute l'équipe de créateurs qui ont travaillé sur l'Hadibou. Il y a quelques perles créatives là-dedans, mais dans l'ensemble, c'était quand même... Moi, j'ai adoré Adibou, ok? Tu touches pas de petit point. Mais je pense aussi qu'il y a eu cet effet premier jeu vidéo, et donc du coup, quand tu n'as pas de culture vidéoludique, c'est comme quand tu regardes peut-être un blockbuster pour la première fois, tu peux peut-être regarder les derniers navets Marvel, vu que c'est finalement le fruit d'années et d'années de cinématographie et de codes cinématographiques, tu vas peut-être considérer ça comme fou, parce que tu vas découvrir tous ces codes-là. Mais quand tu les connais, et que tu sais qu'on est capable de faire, et que tu vois qu'ils n'arrivent pas à ce potentiel-là, bah évidemment, tu le considères différemment. Et c'est la même chose, je pense, avec Adibou, c'est que ça a été probablement le premier jeu de beaucoup de gamins. Si tu n'avais pas toute la culture vidéoludique précédente, tu te dis « Ah, c'est juste un jeu et je le prends comme tel, je n'ai pas de point de comparaison pour me dire qu'il est nul. » Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Au-delà de ça, je crois qu'il était aussi bien de base. Il y avait quand même pas mal de choses. J'ai assez peur qu'il y ait dit bon, Mais en fait, je m'arrête à la jaquette, qui est extrêmement mal parce que je passe mon temps à dire qu'il faut pas faire ça. Mais non, pour le coup, c'était un des meilleurs jeux de sérieux, je pense. Mais le problème du jeu sérieux, c'est qu'il est pensé pour être sérieux et que de façon générale, il est très peu, qualitativement parlant, il était souvent très nul et c'est souvent une copie de jeux existants. C'est-à-dire qu'on prenait un truc ludique qui marchait et on lui mettait un skin un peu sérieux, genre SimCity mais version énergie verte, tu vois. Le truc, c'est qu'on n'a pas les moyens pour faire un SimCity un peu voilà, clinquant. Du coup, c'est un peu cheap. Et en même temps, les gens qui sont derrière, c'est souvent des pouvoirs publics, etc., qui ne connaissent rien à la culture vidéoludique et qui s'attendent à voir vraiment le contenu qui apparaît. Et donc, on passe par la forme légitime du savoir, c'est-à-dire l'écriture. Et donc, c'est souvent des jeux qui sont très textuels. Et je veux dire, je pense qu'on l'a tous fait, mais le texte dans un jeu vidéo, on le passe assez souvent. Sauf si vraiment il a un intérêt dans le lore, etc. Mais souvent, un gamin qui voit un texte long, il fait « Ah », il passe et les bons tutos, c'est ceux qui parlent pas beaucoup. J'ai jamais réussi à jouer au jeu japonais là où tu es en vue de dessus et où tu as des textes et des textes. Des textes et des textes. Bon, ça c'est. Et donc là, dans ce cas-ci, ça a été un échec, en gros. Et il y a eu aussi ce côté, vu qu'on veut te faire apprendre un truc, et l'apprentissage, il y a un côté très vecteur, voilà, c'est une ligne, un chemin, d'un point A à un point B. Ils avaient du mal à se dire, mais comment je vais faire apprendre quelque chose à quelqu'un, un contenu, si il peut aller à droite, à gauche. Moi, je veux qu'il aille tout droit. Mais dans un jeu, tu es censé donner un peu de liberté, une certaine décision, parce que sinon, c'est juste un coup de c'est un film. Donc, là aussi, il y avait des... Ça ne veut pas dire que le jeu ne peut pas t'apprendre des choses, mais ça veut dire qu'il a été mal utilisé et que le serious game s'est un peu planté là-dessus. Depuis, dire des choses sérieuses, etc., il y a une autre expression qui est apparue et qui est moins dans le côté apprentissage un peu formel, etc., mais plus faire passer des messages un peu plus liés à la réalité, etc., qu'on appelle les expressive games, c'est un terme inventé par un chercheur français. Et là, c'est plutôt des jeux qui vont parler, par exemple, de la dépression. Donc, il y a Dragon Cancer, par exemple, qui parle d'un couple qui a un bébé qui a le cancer et qui essaie de passer à travers ça. Et ça va utiliser, pour le coup, vraiment les codes du jeu vidéo pour te faire sentir leurs émotions. Typiquement... créer de l'empathie, oui. Typiquement, tu es dans une baignoire et puis l'eau monte. Je me souviens de grands débats à la sortie du deuxième Tomb Raider de la nouvelle génération, où il y avait cette scène où tu incarnes Lara Croft dans une scène où elle manque de se faire violer par des, par des terroristes, là. Et effectivement, il y avait eu débat sur le fait que des gens étaient choqués par et plus paradoxalement, plus souvent des hommes d'ailleurs, d'avoir dû subir cette scène, alors qu'en de violence. Voilà, mais en fait, au fond, je trouve qu'elle était tout à fait justifiée cette scène. Si elle a permis à des tas de gens de se projeter dans ce que vivent les gens qui sont agressés, c'est surtout que la scène va pas, on n'est pas dans l'explicite, quoi. Mais tu comprends, rien que la violence psychologique de la scène, je pense, est suffisante
à créer un contexte comme ça d'empathie forte. C'est clair. Oui. Et pour rebondir là-dessus, le jeu vidéo, il est aussi très fort pour expliquer des... Finalement, c'est un système de règles, un jeu. Et créer finalement des conditions, un système, et comprendre un système, ça peut être très efficace dans un jeu vidéo. Typiquement, il y a un jeu fait par un collectif qui s'appelle Mole Industria, qui est un collectif de développeurs de jeux vidéo marxistes italiens. Et eux, ils ont développé un jeu qui s'appelle McDonald's Game. Alors, notez bien tous les mots de cette phrase, quand même. Collectif de développeurs de jeux vidéo marxistes italiens. Oui, c'est vrai que il y en a pas Tous 30. les termes sont importants. Et donc, ces développeurs-là, ils ont développé plusieurs jeux vidéo qui sont vraiment intéressants, tous disponibles sur leur site internet. Et un de leurs jeux, c'est McDonald's Game. Et concrètement, ils se sont dit, bah voilà, on veut parler de McDonald's, pas en bien, vous vous doutez. Et en fait, dans McDonald's Games, ils vous font incarner McDonald's. Ouais, là, tu te dis, c'est quand même bizarre, je décrire McDonald's, mais ils nous font jouer McDonald's. Et donc, on joue McDonald's, on a concrètement des champs, puis après, on doit gérer aussi nos équipes dans le restaurant, puis aussi les équipes marketing, etc. Et on agit dans un système capitaliste, c'est-à-dire qu'on doit garder le prix du Big Mac le plus bas possible. Et pour ça, on doit faire de la déforestation, on doit donner un maximum de médoc à nos vaches pour qu'elles donnent un max de viande, faire en sorte de garder le coût du salaire le plus bas possible et casser les syndicats, faire en sorte qu'on vende quand même nos Big Mac à base de pub, etc. Et en fait, on se retrouve, sans le vouloir, à faire exactement ce que McDonald's fait, parce que c'est les règles du jeu. Les règles du jeu nous disent si tu veux gagner, ton Big Mac doit être pas cher, et donc tu te retrouves à faire ce que fait McDonald's. Et donc le message du jeu derrière, c'est quoi? C'est arrêter de blâmer McDonald's. C'est pas eux les fautifs dans ce problème. Enfin, évidemment, si un peu, mais c'est le jeu dans lequel ils s'insèrent qui est le problème. Oui. C'est parce qu'on les pousse à faire ça. Celui du capitalisme et du monde des stakeholders. Et donc, dans ce cas-là, tu laisses liberté d'action aux joueurs, mais tu as quand même réussi à inculquer un truc que je trouve assez intéressant, et tu peux déclencher un débat, etc. Avec des Je suis en train de jouer à Frostpunk 2. Ah, moi aussi. J'ai les pires difficultés à ne pas mettre de la police dans les quartiers pour les empêcher de faire grève. Tu es à 2 jours d'une tempête de neige où il va faire -80, tout le monde va mourir si t'as pas de charbon, et les mecs ils sont en grève dans la moitié de ta ville. Et là, tu dis, qu'est-ce que je fais? Je leur tape dessus. Ouais, mais là, le jeu t'oblige à le faire. Moi, je l'ai fait. À un moment donné, sinon tu perds. Moi, je me suis fait destituer. J'ai perdu 2 fois déjà. Du coup, j'ai pas relancé pour l'instant. Mais ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'en fait, les règles du jeu en elles-mêmes portent un certain message. Il y a un autre jeu qui s'appelle Démocratie 3, qui est super intéressant. C'est un jeu de simulation de politique. Et tu peux concrètement incarner un parti politique dans n'importe quel pays et faire des choix, genre j'augmente le budget de la santé, je diminue les allocations de chômage, etc. Bref, jouer, c'est un jeu de curseurs, hein. Il y a des curseurs partout. Et la simulation réagit à tes actions. Et donc, selon des choix que tu prends, plutôt orienté à droite, plutôt orienté à gauche, etc., le taux de chômage va monter, diminuer, etc. Mais en réalité, on ne sait pas, c'est pas une science exacte, l'économie. Mais eux, ils sont obligés de faire en sorte que ces effets dans le jeu, c'est un code, à un moment donné, il faut que quand il y a une condition, il y a une action. Et donc, ils ont dû prendre position, quoi. Et en fait, le jeu, dans son algorithme, porte une vision du monde, tu vois. Et donc ça, c'est intéressant aussi d'analyser ça avec les jeunes, de se dire, mais en fait, ce jeu, il n'est pas neutre. Par ses effets, il te dit déjà comment il se positionne. SimCity, tu crées une ville, c'est pas neutre, parce que pour gagner une ville la plus efficace, c'est une certaine manière de faire, mais il y a plein de paramètres qui sont pas pris en compte, etc. Et donc ça, c'est raconter quelque chose à travers les règles et ce que ça dit à travers ces règles, ça, c'est ce qu'on appelle aussi la rhétorique procédurale, et c'est super intéressant d'analyser aussi ça avec les jeunes dans une perspective d'éducation aux médias et de médiation culturelle. Alors, pour compléter ce qu'on vient de se dire, donc tu les emmènes, tu discutes avec eux des jeux qui existent, des jeux qu'ils connaissent, tu les emmènes sur des terrains de réflexion au travers de ce qui existe déjà sur le marché. Mais vous avez aussi travaillé sur du processus de création de jeux ensemble, c'est ça? C'est-à-dire qu'on analyse avec eux, et dans un second temps, une fois qu'ils ont analysé, qu'ils ont compris le langage du jeu vidéo, qu'ils ont typiquement une réflexion sur « Ah oui, c'est vrai, ok, ça c'est un discours dans Call of Duty, on tue toujours les mêmes, etc. » On leur dit « Bah maintenant que tu as compris ça, est-ce que tu veux mobiliser tout ce savoir-là dans la création ?» Et donc on les fait passer de joueurs à créateurs, concrètement. Et là, bon, on n'arrive pas évidemment à un jeu incroyable. Ça dépend un peu de la longueur du projet, évidemment. Mais c'est souvent une création qui est assez formateur pour eux et qui aboutit souvent à une sorte de Mario-like, mais dont ils sont très fiers. Je
Je pense que c'est important d'avoir un objet concret, effectivement, Bien sûr. à l'issue d'un atelier, d'un workshop. Nous, quand on fait les résidences d'artistes, voilà, il n'y a pas d'obligation de résultat, de faire une expo ou quoi, mais je pense que c'est ouais, effectivement important que tout le monde concrétise, même s'il y a une acquisition de savoir par capillarité, par empathie, par une transmission orale, ou quoi, mais le fait de partir avec un objet, de dire, ah, ok, maintenant, voilà, j'ai un rouleau de papier avec des prints, les prototypes que j'ai fait, des choses comme ça, Exact. ça ancre effectivement une étape aussi dans la vie de la personne, de la progression. Euh, et alors, ce qui m'amène en conclusion, pour pas trop traîner, à une dernière question, mais qui est, euh, si demain on te donnait un budget pour lancer un nouveau chantier sur 3 ans, tu, Ouah. qu'est-ce que tu rêverais de faire aujourd'hui? Alors, je sais pas si. Moi, ce que j'aimerais vraiment faire. En fait, faut savoir que l'industrie du jeu vidéo, elle s'est très vite pensée au niveau mondial. Et maintenant, si on regarde les productions, même européennes, elles ont beaucoup de références. Son cadre de référence est fort international. Et typiquement, on va essayer de toucher un public américain qui reste un des marchés les plus importants. Euh, je pense à notamment, je sais pas moi, tu as un studio français qui a fait Detroit Become Human, qui se passe aux États-Unis. Life is Strange, ça se passe aux États-Unis. Tout ça, c'est des jeux qui sont français à la base. Et donc moi, je me dis, pourquoi. Et en fait, parce que la littérature, le cinéma, etc., elle, par contre, elle a commencé dans le local et puis c'est mondialisé. Pourquoi pas revenir justement à cet échelon local-là pour créer des jeux qui ont des références culturelles, Ah qui oui, ont un Fallout cadre. Bruxelles ou Fallout. Exact. Je suis absolument partant. Bah, c'est un peu l'idée. Et donc, moi, un de mes rêves, c'est de créer avec un public bruxellois un jeu vidéo qui parle de Bruxelles, de la Belgique et des problématiques qu'on peut rencontrer ici et qui dit quelque chose là-dessus. Ça serait dans quoi j'investirais, je pense. Post-punk dans l'histoire des mines de charbon c'est- dans le nord de la C'est vrai France, en Flandre que. et en Belgique, il y a Ou de quoi alors faire. créer ton gouvernement challenge genre, avec tous les partis politiques belges. Voilà, Euh, il y a de la matière en Belgique, c'est clair, avec toute la lasagne institutionnelle. la Voilà. lasagne, j'avais jamais utilisé cette métaphore, mais je crois que ça décrit Ah, extrêmement c'est bien. vraiment un mot fort utilisé pour la lasagne institutionnelle, c'est assez connu. Ouais. Oui, Voilà, excellent projet. Donc, avis aux investisseurs engagés, militants. Euh, Nous, on en sera en tout cas. let's go. Et Kin, merci. Merci Merci à pour toi. ton expérience, tes, tous tes bons conseils et ta vision que je trouve très, très saine de ce qu'on, ce que peut être la médiation, même si c'est une définition et que, comme tu l'as dit au début, euh, elle est en perpétuelle évolution déjà, et puis elle peut légèrement varier suivant les environnements, les écosystèmes dans lesquels elle s'exprime. Mais oui, avec euh, cette conscience de l'importance de ces médias digitaux dans le paysage contemporain et le fait qu'on ne peut pas aujourd'hui passer euh, outre ça dans une éducation aux médias, dans une éducation à l'image. Voir, analyser, comprendre, faire et faire faire. Tu as super bien résumé. Merci Ekin. Merci à toi.